Merci beaucoup aux organisateurs. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi les invités. Donc, en biologie, il y a beaucoup de processus qu'on attribue au hasard, notamment les mutations génétiques dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi ce qu'on appelle le crossing over durant la méiose, et c'est un mécanisme de brassage génétique lors de la reproduction entre des chromosomes appariés. Aussi, on peut dire que la rencontre des gamètes lors de la fécondation, c'est le fruit du hasard. L'expression des gènes, on parle d'expression des gènes stochastiques ou aléatoires, plus récemment, depuis une vingtaine d'années. La dérive génétique aléatoire, qui est, en fait, lorsqu'on parle de dérive génétique aléatoire, lorsque l'évolution d'une population, le changement d'une population n'est pas dû au processus de sélection naturelle, n'est pas dû au fait que certains organismes ont un trait qui fait qu'ils sont mieux adaptés à leur environnement et donc ils vont se reproduire plus que les autres, mais c'est simplement un changement qui est simplement dû, qui est fortuit, qui est dû au hasard. Et encore les extensions de masse et bien d'autres encore phénomènes. Mais l'une des principales voies d'entrée de la notion de hasard en biologie, en particulier en biologie de l'évolution, est la variation des organismes vivants. Et plus précisément, les processus à l'origine de cette variation. Et c'est Charles Darwin, qui, lorsqu'il a formulé l'hypothèse de l'évolution par sélection naturelle, a donné une place centrale au hasard en tant que source de variation. Pour lui, les sources de variation étaient une boîte noire. Il ne connaissait pas ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine de la variation. Et en formulant cette hypothèse de l'évolution par sélection naturelle, Darwin s'était opposé à la pensée typologique fixiste, pensée à Georges Cuvier, selon laquelle la variation individuelle n'avait pas d'importance, c'était juste un écart, une erreur par rapport au type caractéristique de l'espèce à laquelle certains organismes appartiennent. Et Darwin aussi a pris le contre-pied des transformistes du début du XIXe siècle, comme Lamarck, selon lequel la variation était caractérisée par une direction adaptative, dû aux besoins des organismes par rapport à leur environnement, ou encore il a pris le contre-pied des théories orthogénétiques selon lesquelles la variation suivait une direction non adaptative mais quand même linéaire, une certaine tendance linéaire. Quelques grandes lignes de l'histoire, vraiment très rapides. Donc entre la fin du 19e et le début du 20e, il y a eu une période de débat entre les partisans de Lamarck et les partisans de Darwin. Et à partir des années 1880-90, les idées de Darwin sont devenues assez consensuelles. Il y a eu au début du XXe siècle la naissance de la génétique classique avec la redécouverte des lois de Mendel. Et donc, durant la première moitié du XXe siècle, il y a eu la formulation de la théorie moderne de l'évolution, qu'on appelle aussi synthèse moderne, qui est la théorie qu'on étudie encore aujourd'hui actuellement, et qui est en quelque sorte la synthèse des idées de Darwin et de la génétique classique. Donc c'est une théorie darwinienne qui garde la caractérisation, on le verra, non téléologique de l'origine de la variation, c'est-à-dire la variation qui n'est pas produite en vue d'une fin. Et au sein de la théorie moderne de l'évolution, la variation est principalement due à la mutation d'un gène. Ce qui devient la mutation, plus spécifiquement au niveau moléculaire de l'ADN, suite à la découverte de la nature physico-chimique, donc du matériel génétique, donc l'ADN. Donc quelques mots sur la variation biologique. On parle de variation biologique individuelle lorsqu'on parle des différences entre les individus d'une population d'organismes, d'une population naturelle. Cette variation peut être génétique, c'est-à-dire au niveau du matériel génétique des organismes, de l'ADN, ou au niveau phénotypique, c'est-à-dire au niveau des caractéristiques physiques, morphologiques, comportementales, etc. Et la variation biologique, c'est très important, est considérée comme l'une des conditions nécessaires pour qu'il y ait évolution par sélection naturelle. S'il n'y a pas de variation, il ne peut pas y avoir de sélection entre des variants différents et donc il ne peut pas y avoir de changement au sein d'une population au cours du temps. Lorsqu'on parle de variation génétique, donc au niveau de l'ADN, ici vous avez une représentation de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Donc c'est le matériel génétique de la plupart des organismes vivants. Certains
virus, par exemple, utilise un acide alternatif, l'ARN. Et donc l'ADN ici consiste en deux chaînes polynucléotidiques, les deux brins. Et chaque brin est un sucre, les désoxyriboses, un acide phosphorique et des bases azotées. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nucléotide. Et donc ces bases, en fait, adénine, guanine, cytosine et thymine, sont complémentaires. L'adénine avec la guanine et la cytosine avec la guanine avec la cytosine et la thymine avec l'adénine. Et cela permet l'appariement des deux brins. Lorsqu'on parle de mutation génétique, donc on parle de toute modification de la séquence nucléotidique de l'ADN, sauf les changements dus à la récombinaison de l'ADN. Donc il peut y avoir plusieurs sortes de mutations. Tout d'abord, les mutations peuvent être spontanées, c'est-à-dire que c'est juste des erreurs qui sont produites au cours des processus normaux qui ont lieu à l'intérieur de la cellule, ou alors c'est des mutations induites par des agents externes, par exemple des rayonnements UV ou des gaz moutardes, des agents physico-chimiques mutagènes. Les mutations génétiques peuvent être ponctuelles, c'est-à-dire c'est un changement seulement au niveau d'un nucléotide, ou il peut s'agir de mutations plus importantes, d'insertion de plusieurs nucléotides, de délétion de plusieurs nucléotides, d'amplification. C'est-à-dire que, par exemple, 3 nucléotides sont recopiés et ils s'ajoutent, et donc il y a une amplification de l'ADN. Les conséquences aussi des mutations peuvent être différentes. Ça peut provoquer un changement des acides aminés produites, et donc des protéines produites. Ça peut être des mutations silencieuses qui n'ont aucun effet dû à la redondance du code génétique, ou des mutations faux sens qui provoquent l'arrêt de l'expression des gènes. Et puis bien sûr, il y a des mutations qui sont favorables, défavorables ou neutres, c'est-à-dire des mutations qui apportent un avantage aux organismes concernés, d'autres qui apportent un désavantage dans un environnement donné, bien sûr, et d'autres qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'apportent aucun changement pour l'organisme concerné dans l'environnement où il se trouve. Donc pourquoi s'intéresser au hasard à l'origine de la variation biologique ? Parce que si on regarde la littérature en biologie, il y a plusieurs termes qui apparemment parfois sont utilisés de manière synonyme pour parler du hasard des sources de la variation: aveugle, accidentel, fortuit, imprévisible, incertain, indéterministe, statistique, probabiliste, aléatoire, stochastique. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je me suis intéressé au concept de hasard en biologie, en particulier dans ce cadre. Et puis, il y a eu un débat relativement récent, à partir de la fin des années 80, sur le hasard des mutations génétiques. Certains auteurs ont remis en cause, à la lumière des découvertes récentes sur les mécanismes de mutation, ont remis en cause l'idée que toute mutation génétique est le fruit du hasard. Idée qu'on verra est un des piliers de la théorie moderne de l'évolution, et une idée darwinienne, bien que Darwin ne connaissait pas les mutations, mais parlait juste de variation. Donc aujourd'hui, je vais d'abord introduire la théorie darwinienne de l'évolution et la conception du hasard à l'origine de la variation, que je vais appeler hasard évolutionnaire. Deuxièmement, je vais présenter rapidement la controverse récente sur le hasard des mutations et en proposer une solution. Je vais un peu analyser cette notion de hasard propre à la théorie moderne de l'évolution, qui est darwinienne, et me demander de quel type de hasard il s'agit, en la mettant en perspective par rapport à l'histoire de la notion de hasard en philosophie et en sciences. Et enfin, je vais conclure très rapidement avec quelques questions ouvertes. Donc la théorie darwinienne de l'évolution. Donc tout d'abord, l'évolution est le processus par lequel les populations naturelles sont transformées par le changement successif des organismes les composants. Il y a eu bien sûr en philosophie et en sciences plusieurs théories qui ont tenté d'expliquer ce processus. En philosophie, il suffit de penser à Bergson dans l'évolution créatrice. Il propose une théorie de l'évolution aussi, mais aujourd'hui je ne fais référence qu'à la théorie darwinienne de l'évolution par sélection naturelle. Et ici, vous avez quelques images de personnages clés. Donc, Lamarck, qui précède Darwin, mais qui était quand même l'un des premiers à avoir l'idée de la transformation des espèces, donc que les espèces n'étaient pas fixes et immuables, qui a proposé
une théorie de la transformation des espèces. Puis vous avez Charles Darwin, et puis il ne faut pas oublier Alfred Russel Wallace, qui était un naturaliste, géographe, biologiste britannique, qui peut être considéré comme le découvreur de la théorie de l'évolution par sélection naturelle avec Darwin. Il avait eu des idées semblables à la même époque que Darwin. Et puis ici, vous avez trois parmi des nombreux biologistes qui ont contribué à la formulation de ce qu'on appelle la synthèse moderne, ou la théorie moderne de l'évolution. Donc vous avez Sewall Wright, un généticien américain, Ronald Fisher, c'est plutôt un statisticien biologiste britannique, et Ernest Mayr, un zoologiste américain. Donc, en examinant l'origine des espèces de Darwin, 1859, on peut voir un argument basé sur 5 éléments. Donc, il y a 3 premières constatations. Darwin voit qu'il y a une très grande fertilité des espèces, donc il y a beaucoup plus de descendants que ceux qui peuvent survivre. Deuxièmement, les populations restent sensiblement stables avec des fluctuations modestes, donc la taille des populations reste plus ou moins stable. Et troisièmement, les ressources sont limitées. De ces 3 observations, Darwin conclut qu'il y aura de la lutte pour l'existence. Et ensuite, il observe aussi que, surtout dans les espèces se reproduisant sexuellement, chaque individu est unique. Donc il y a une grande variation au sein des populations. Et cinquièmement, beaucoup de cette variation est transmise d'une génération à la suivante. Et de ces observations, il arrive au principe de sélection naturelle. Je vais le lire. Comme il n'est plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, comme en conséquence la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'ensuit que tout être qui varie quelque peu que ce soit de façon qui lui est profitable a une plus grande chance de survivre. Cet être est ainsi l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. Donc, pour donner un exemple, on a ici une population, l'exemple de girafe revient, une population de girafes avec une taille moyenne. Imaginons que cette population habite dans un environnement où les arbres sont d'une certaine taille, assez grands. Du coup, les girafes ici qui sont plus grandes vont survivre et se reproduire plus que les autres. Du coup, à la génération suivante, la taille moyenne de la population de girafes va augmenter. Donc il ne faut pas penser à la sélection naturelle comme une main invisible, mais plutôt comme un tamis. C'est juste de la survie et reproduction différentielle due aux différences des traits au sein d'une population. La théorie de l'évolution, c'est très important par sélection naturelle, vient expliquer le phénomène de l'adaptation avec des petites étapes de sélection naturelle sur la variation et beaucoup de temps. Et c'est là la vertu de cette théorie de Darwin qui vient expliquer sans qu'il y ait aucune intervention divine. En fait, avant, pensons à William Paley, un théologien naturel, l'adaptation est expliquée par l'intervention divine. Et le célèbre argument de Paley, c'était celui de la montre. Il disait, si on va trouver une montre, on n'a jamais vu de montre auparavant, on va la regarder et on va se dire, cette montre ne peut pas être le fruit du hasard. Il doit y avoir un horloger quelque part qui l'a construite tellement elle est parfaite. De la même façon, Paley disait, les organismes sont tellement bien adaptés à leur environnement qu'ils doivent être le fruit d'une création divine. Donc Darwin propose une explication alternative, non divine et non téléologique à l'adaptation. Et de plus, un argument assez simple contre Paley, c'est de dire Dieu aurait peut-être créé quelque chose de mieux que ce qu'il y a sur Terre. Les organismes ne sont pas si bien adaptés à leur environnement. Il aurait peut-être créé une croco-grenouille ou un reine écureuil, ou peut-être on serait tous Superman. Blague à part, la synthèse moderne donc reprend les idées de Darwin et nous dit que l'évolution en fait c'est un processus en 2 étapes. Il y a d'abord la production de la variation aléatoire par le processus de mutation et aussi de recombinaison, et en deuxième étape c'est la perpétuation de la variation favorable par le processus de sélection naturelle. C'est une idée darwinienne, c'est une conception qu'on appelle aussi variationnelle de l'évolution. En fait, la population change ici parce que la proportion d'organismes de types différents change.
Vous avez ici des organismes de deux types différents. La proportion change, donc la population change. C'est à quoi s'oppose la théorie moderne de l'évolution, la théorie darwinienne. C'est une idée de l'évolution comme un processus à une seule étape où la production et la perpétuation de la variation sont couplées parce que la variation est dirigée en vue de l'adaptation. Donc c'est la conception lamarckienne ou transformationnelle de l'évolution où en fait la population change parce que chaque organisme individuel change en vue de faire face aux défis que lui pose l'environnement, donc de manière adaptative. Donc si on veut faire une petite synthèse entre ce qui est en commun entre la théorie moderne de l'évolution et Darwin, il y a, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais l'idée de descendance commune avec modification, l'idée que tous les organismes descendent d'un ou de quelques ancêtres communs, l'idée que la sélection naturelle est la cause la plus forte de l'évolution des populations d'organismes, le caractère aussi graduel de l'évolution, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, et le rôle du hasard dans l'origine de la variation. Quelle est cette idée? L'idée, le pilier de la théorie moderne de l'évolution, c'est que toute mutation génétique, mutation de l'ADN, donc, est le fruit du hasard par rapport à l'adaptation des organismes concernés et de leur espèce. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que vraiment signifie hasard dans ce contexte. Et, comme il y a eu ce débat récent, voir si cette idée, ce pilier de la synthèse moderne est remis en cause par certaines découvertes récentes. Donc le débat récent sur le hasard des mutations. Donc c'est un débat assez récent, vous le voyez, qui a amené certains auteurs à invoquer des idées à résonance lamarckienne pour expliquer certains phénomènes de mutation. Mais tout d'abord, avant d'aller voir le débat, il faut répondre à la question de savoir dans quel sens toute mutation génétique est le fruit du hasard par rapport à l'adaptation. Sinon on ne peut pas objecter à ces gens que en fait, cette idée est toujours valide, ce qui va être ma conclusion. Donc il y a plusieurs formulations ambiguës de l'idée darwinienne du hasard des mutations, mais c'est toujours, le hasard est toujours vu d'un point de vue de l'évolution. C'est toujours le hasard en ce qui concerne la relation entre mutation, sélection et adaptation. J'ai repéré trois groupes, il y a plusieurs citations que je n'ai pas mis ici, mais trois groupes de formulations. En tout cas, certains auteurs parlent du fait que les mutations sont dues à un processus aléatoire, d'autres qui disent que les mutations ont lieu indépendamment du fait qu'elles sont avantageuses ou pas, d'autres qui disent que la nature des mutations observées n'est pas compatible avec la vision sur laquelle l'évolution est dirigée par ses fins. Donc quelle est la vision consensuelle du hasard des mutations? Il faut savoir que depuis la formulation de la synthèse moderne, dans la première moitié du XXe siècle, on reconnaissait déjà que les mutations génétiques ne sont pas équiprobables selon le gène, selon l'organisme et selon l'espèce concernée. On reconnaissait que les mutations favorables, défavorables ou neutres ne sont pas équiprobables. Les défavorables sont beaucoup plus probables que les autres. Et on reconnaissait aussi que le taux de mutation peut être régulé, augmenté ou diminué de manière adaptative en relation aux conditions de l'environnement. Et par exemple, les biologistes de la synthèse moderne reconnaissaient qu'un soudain changement de température peut provoquer une augmentation du taux de mutation au sein de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour eux, il peut y avoir un lien causal entre un changement de l'environnement, une pression de sélection, et la probabilité qu'une mutation ait lieu. Et deuxièmement, ils reconnaissaient qu'il pouvait y avoir un lien, du moins statistique, entre la probabilité de mutation et le besoin de variabilité au sein de la population. Parce que c'est dans les moments de stress qu'une population a le plus besoin de varier parce que cela augmente les chances que la bonne mutation qui va permettre à la population de survivre va se produire dans moins de temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? On a découvert de nouveaux mécanismes qu'on appelle mécanismes mutateurs qui augmentent le taux de mutation quand et où la mutation favorable pourrait avoir lieu. C'est-à-dire au moment où plus de variation est avantageuse pour la population concernée et dans l'endroit de la séquence d'ADN où la mutation favorable pourrait avoir lieu. Et donc cela a amené des gens comme les biologistes Eva Jablonka et Marion Lamb à dire qu'il faut reprendre certaines idées de Lamarck, parce que là on a une variation qui est produite de manière dirigée en vue de l'adaptation des organismes. Il faut donc se rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, que
la synthèse moderne s'oppose en vision lamarckienne de l'origine de la variation et de l'adaptation. Et, élément actuel, il faut bien garder en tête que la mise à jour des biais de mutation n'a pas remis en cause le hasard des mutations par rapport à l'adaptation. Les biologistes ont tendance à ne pas remettre en cause cette idée. Donc sur base de tous ces éléments que je viens de vous présenter, je vous propose une définition de cette vision consensuelle de la synthèse moderne. Donc, le hasard des mutations est un hasard évolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une mutation génétique est le fruit du hasard du point de vue de l'évolution, si et seulement si elle n'est pas produite en réponse au changement de l'environnement de manière spécifique et exclusivement adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? La mutation peut être produite en réponse à des changements de l'environnement. Elle peut aussi être produite de manière spécifique, c'est-à-dire elle peut être le fruit d'un taux de mutation qui est ciblé à un certain endroit du génome. Mais elle ne peut pas, si sa probabilité d'être favorable n'est pas nettement plus haute que celle d'être défavorable ou neutre, alors cette mutation est le fruit du hasard. On reviendra tout à l'heure sur cette idée. Et donc c'est celle-ci la vision consensuelle en biologie. Est-ce que cette notion de hasard évolutionnaire, que j'appelle hasard évolutionnaire, s'applique à toute mutation génétique, même à ces mutations qui nécessiteraient de reprendre des idées lamarckiennes pour en rendre compte? Donc c'est des mutations induites et locales, c'est-à-dire des mutations qui sont produites, qui font partie d'une augmentation du taux de mutation en réponse à des stress, en réponse à des changements de l'environnement, et ce taux de mutation est ciblé à un certain endroit du génome où la mutation favorable pourrait avoir lieu. Comme ça, vous allez comprendre plus facilement de quoi il s'agit, quels sont ces mécanismes mutateurs controversés. Donc je vais être assez simple. Donc c'est une étude faite par Barbara Wright et ses collègues. Donc ils ont placé une population de bactéries Escherichia coli. C'est des bactéries LEUB-, c'est-à-dire qu'elles sont caractérisées par une mutation qui ne leur permet pas de produire de la leucine, c'est un acide aminé. Ils ont pris ces bactéries et ils les ont mises dans un milieu où la leucine est épuisée. Elles n'ont plus de leucine. Et elles-mêmes, elles ne sont pas capables de la produire. Mais elles ont besoin de la leucine pour produire de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont observé, ces chercheurs? Ils ont observé une augmentation du taux de mutation au niveau des gènes de l'opérant leucine et une augmentation donc, de la mutation favorable qui va transformer ces bactéries de LEUB- à LEUB+, qui va les rendre capables de produire de la leucine dans cet environnement où il n'y a plus de leucine. Donc ce serait, selon certains auteurs, ici on a un cas de mutation lamarckienne dirigée en vue de l'adaptation de ces bactéries. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme, je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici, il y a un mécanisme qui est bien connu depuis très longtemps chez les bactéries, il faut le savoir. En fait, les bactéries activent l'expression de certains gènes lorsqu'elles en ont besoin. C'est un mécanisme physiologique très connu. L'expression du gène de la leucine, par exemple, lorsque cette substance est absente dans leur environnement et qu'elles en ont besoin. Donc c'est un mécanisme bien connu. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, au niveau de l'opéron leucine, comme ces bactéries se trouvent dans un environnement où il n'y en a plus, elles vont activer l'expression de ces gènes et du coup l'ADN il va s'ouvrir, il va être beaucoup plus vulnérable. Conséquence, le taux de mutation va augmenter parce que l'ADN est ouvert, est beaucoup plus vulnérable. Du coup il y a plein en fait, d'autres mutations qui vont se produire, c'est mon point, je vais y arriver dans la diapositive d'après. Il y a plein de mutations qui vont se produire ici, dont cette mutation qui va les transformer des LEUB- en LEUB+, et va leur permettre de produire de la leucine, de survivre et de se reproduire. Donc en fait, la mutation favorable de LEUB- à LEUB+, bien sûr, est causée par un processus physico-chimique en réponse à un changement de l'environnement. Elle est causée de manière spécifique, parce qu'elle fait partie d'une augmentation locale du taux de mutation, mais elle n'est pas exclusivement adaptative, elle n'est pas nettement plus probable que d'autres mutations possibles, qui sont défavorables une autre. En fait, la mutation qu'on va observer, bien sûr, et on va mesurer, c'est celle qui va permettre aux bactéries de survivre, de se reproduire, pas les autres. Du coup, ma conclusion est que
ce genre de mutations aussi sont le fruit du hasard au sens de Darwin et qu'il n'y a pas de remise en cause de ce pilier de la théorie darwinienne de l'évolution. Donc ce hasard que j'appelle évolutionnaire, de quel hasard il s'agit? Ça va renvoyer, je vais faire quelques renvois en particulier à l'exposé de Thierry Martin ce midi, parce que je vais faire référence à l'histoire de la notion de hasard en philosophie et en sciences. Donc comme il vous a dit Thierry, bien d'autres aussi, Lévy-Leblanc aussi, il y a deux grandes conceptions du hasard. Le hasard subjectif ou épistémique, qui concerne notre connaissance des événements réels, c'est juste un nom qu'on donne à notre ignorance des causes des phénomènes. Et puis le hasard objectif, qui est au contraire conçu comme une propriété du monde réel, indépendante de la connaissance que nous en avons. Et à l'intérieur de ces deux conceptions, il y a plusieurs conceptions, plusieurs notions en fait, du hasard. Et je vais en présenter quelques-unes pour essayer de voir si le hasard évolutionnaire appartient à une déclinaison d'une de ces notions. Donc, je vais être assez rapide parce qu'on a parlé beaucoup de Laplace, de Cournot, etc. Donc, le hasard en tant qu'ignorance des causes, donc hasard subjectif ou épistémique, vous voyez, on le retrouve chez Darwin lorsqu'il parle de la variation. Il nous dit, jusqu'à présent, j'ai parlé comme si les variations étaient dues au hasard. C'est là, évidemment, une expression totalement incorrecte, mais elle est utile afin d'admettre pleinement notre ignorance des causes de chaque variation particulière. Donc là, on retrouve précisément cette idée d'ignorance des causes. Et c'est l'idée qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on parle de notre ignorance au sujet des causes détaillées, de la mortalité individuelle, de la reproduction, etc. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en biologie et dans toute science, certainement, et c'est une idée qui remonte donc à Pierre-Simon de Laplace, c'est son idée d'un déterminisme universel dans lequel il n'y a pas de place pour un hasard objectif, mais juste de la place pour notre ignorance des causes des phénomènes. Je ne vais pas donc entrer dans les détails ici, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. Ici, on a le hasard en tant qu'absence d'un dessein, une conception du hasard objectif qui est très liée avec l'idée à la Cournot d'indépendance, rencontre de série causale indépendante. Et vous allez voir pourquoi. Donc cette idée que le hasard est l'absence d'un dessein, on la retrouve chez Darwin ici, toujours au sujet de la variation. Les variations de chaque créature sont déterminées par des lois fixes et immuables, mais elles n'entretiennent aucune relation avec la structure vivante qui est lentement construite à travers la puissance de la sélection. Donc absence de relation entre le cours de l'évolution, la direction de l'évolution et puis la raison pour laquelle certaines variations ont lieu. Et on retrouve cette idée dans la synthèse moderne, Ronald Fisher qui nous dit « La nature des mutations observées n'est pas compatible avec la vision selon laquelle l'évolution est dirigée par ses buts. » C'est l'idée aristotélicienne du hasard en tant qu'absence d'un dessein. C'est l'idée, c'est l'exemple de la tuile qui tombe sur la tête du passant. C'est l'exemple du monsieur qui va au marché et qui va pour faire ses courses et en fait il y rencontre par accident la personne qui lui doit de l'argent. Donc cette idée d'absence d'un dessein qui est en fait très proche et même une vision, en fait, une manière plus large de parler du hasard à la Cournot en tant que rencontre de séries causales indépendantes. C'est ici aussi un hasard objectif qui nous parle des relations entre les phénomènes dans le monde. Donc, idée qu'on retrouve chez Jacques Monod, dans la relation entre l'occurrence d'une mutation et les besoins de l'organisme, le fait qu'une mutation génétique se révèle être adaptative, avantageuse pour l'organisme concerné, ou encore aujourd'hui, plus récemment, lorsque on parle des extinctions et qu'on peut se dire peut-être c'est parce que ces espèces s'est trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc là aussi, on a une rencontre de séries causales indépendantes. Je vais passer sur Cournot. Une autre manière de concevoir le hasard, ça renvoie donc à la théorie du chaos dont on a parlé déjà, c'est l'idée de sensibilité aux conditions initiales. Et j'ai mis une question hasard objectif, je pense que c'est un hasard objectif, mais il y a du débat philosophique à ce sujet. Donc c'est cette idée que
des petits changements au niveau des causes, des conditions initiales, vont engendrer des grands changements au niveau des effets, donc des conditions finales. Et c'est une idée qu'en biologie on retrouve notamment chez Stephen Jay Gould, qui nous parle du fait de rebobiner et de remettre le film de la vie. Donc c'est cette idée que si, lui nous dit, si on rebobinait le film de la vie et on changeait un tout petit peu le début, les conditions initiales, bah, l'histoire serait très probablement complètement différente. Et par exemple, John Beattie, un philosophe de la biologie, nous parle des cas des orchidées pour illustrer cette idée dans le cadre de la biologie. En fait, la grande diversité des espèces existantes est très probablement le résultat de petits événements biochimiques, des mutations, au sein des populations ancestrales et semblables d'orchidées. Donc c'est une idée qui vient de la théorie du chaos, mais et qui vient du précurseur de la théorie du chaos, qui est Henri Poincaré. Il y a bien d'autres notions de hasard, donc je pourrais continuer longuement. Le hasard au niveau, le hasard quantique, dont a parlé le Villeblanc tout à l'heure, le hasard en tant qu'équiprobabilité, des définitions mathématiques du hasard comme en termes de la complexité de Kolmogorov dans la théorie de l'information algorithmique, etc. La question est, est-ce que le hasard dans la théorie darwinienne de l'évolution, ce hasard évolutionnaire qu'on attribue aux mutations génétiques à l'origine de la variation, de quel type de hasard il s'agit? Il me semble que c'est un hasard objectif, parce que c'est un hasard, c'est une notion qui nous parle de la relation entre mutation génétique, sélection et adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est une déclinaison en termes biologiques des notions de hasard en tant que absence d'un dessin, la notion aristotélicienne, et en tant que rencontre de séries causales indépendantes. Les deux notions étant étroitement liées. Et je ne l'ai pas mis ici, mais je tiens à souligner que c'est une notion de hasard qui est compatible, comme on l'a dit tout à l'heure ce matin, avec une conception déterministe du monde biologique. Pas compatible avec une conception déterministe laplacienne, universelle, où tous les événements sont solidaires et liés par une nécessité stricte, mais avec un déterminisme local, où il y a des systèmes déterministes qui composent le monde. C'est aussi une notion qui est compatible avec d'autres notions de hasard. Le fait que les mutations génétiques soient le fruit du hasard, au sens où elles ne sont pas produites en vue de l'adaptation des organismes, et en ce sens elles sont le fruit du hasard, n'empêche pas qu'on puisse parler du hasard des mutations, aussi au sens où on ne connaît pas certaines causes à l'origine de ces phénomènes mutagènes. Donc l'ignorance des causes est compatible avec cette idée de hasard évolutionnaire, ainsi que d'autres notions de hasard que j'ai mentionnées très rapidement tout à l'heure. Le hasard pur en mécanique quantique, il y a quelques recherches sur, sur la question de savoir si certains effets quantiques pourraient être à l'origine des mutations génétiques. Et la compressibilité d'une suite aussi pourrait être cette idée de hasard en termes d'incompressibilité d'une suite pourrait être aussi une manière de caractériser le hasard des mutations génétiques, ou en tout cas de leur distribution, par exemple, au sein d'un génome. Donc, en conclusion, quelques perspectives et quelques questions ouvertes auxquelles je m'intéresse. Il y a des nouveaux défis, très probablement, à cette idée, à ce pilier de la théorie moderne de l'évolution, qui pour l'instant, il me semble, ne bouge pas. Cette idée du hasard dès l'origine de la variation en biologie. Et ces défis viennent de la variation héréditaire non génétique. On parle beaucoup aujourd'hui des variations héréditaires épigénétiques. C'est toute la variation héréditaire qui n'est pas une variation au niveau de la séquence de l'ADN. Et qui, c'est pas une variation au niveau de la séquence, mais c'est quand même une variation qui est transmise d'une génération à la suivante. Sur plus ou moins de générations, selon les espèces concernées, etc. C'est vraiment un sujet très chaud actuellement, et il y a beaucoup de résultats qui doivent encore être bien interprétés. Et très fréquemment, notamment chez les plantes, cette variation épigénétique est induite par l'environnement, et elle peut être souvent adaptative.
c'est une variation qui va apporter un avantage aux organismes concernés. Donc la question est de savoir est-ce que cette variation héréditaire non génétique marque cette fois-ci le retour de l'hérédité lamarckienne, si on veut, même si de mon point de vue on pourrait juste arrêter de parler de lamarckien, darwinien et juste regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau des mécanismes et voir qu'est-ce qui va caractériser de cette manière ces mécanismes. Donc est-ce qu'il y a là il y a un retour d'une origine dirigée en quelque sorte de la variation, une hérédité des caractères adaptatifs acquis. J'ai mis adaptatif parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'hérédité des caractères acquis, c'est l'idée que la variation qu'un organisme a subie au cours de sa vie est transmise aux générations suivantes. Cette idée n'était pas juste une idée lamarckienne, c'était une idée de l'époque de Lamarck et de Darwin, et Darwin aussi y adhérait. La différence entre Lamarck et Darwin, c'est juste que Darwin ne pensait pas que cette variation était adaptative, alors que Lamarck pensait que c'était une variation qui était produite en vue de l'adaptation des organismes, par des mécanismes physiologiques. Ce n'était pas une question d'intention, mais par des mécanismes physiologiques dirigés. Il y a aussi des questions ouvertes au sujet du hasard évolutionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi du hasard en général, des mutations génétiques et de plein d'autres phénomènes biologiques que j'ai cités au début. Donc y a-t-il d'autres manières de concevoir les mutations génétiques comme le fruit du hasard? Quand on lit la littérature biologique, et on trouve tous ces termes pour caractériser les mutations génétiques, j'ai parlé de stochastique, par exemple, aléatoire, etc. Est-ce qu'on fait toujours référence qu'à cette idée du hasard d'un point de vue de l'évolution, ou il y a d'autres façons, d'autres manières d'entendre les mutations comme des phénomènes aléatoires, qui sont le fruit du hasard? Par exemple, au niveau moléculaire. Je pourrais faire un autre exposé à ce sujet, mais au niveau moléculaire aussi, on peut dire que les mutations génétiques sont des événements stochastiques, aléatoires. Ils sont qu'on peut représenter de manière probabiliste, et c'est et qui sont le fruit de processus probabilistes qui produisent des résultats qui sont distribués d'une certaine façon, etc. Donc là, il y a aussi tout un travail à faire pour clarifier en quel sens les mutations génétiques sont le fruit du hasard. Et puis une question plus générale, mais qui m'intéresse beaucoup, sur le hasard en biologie, est-ce qu'il s'agit d'un hasard spécifique, propre à la biologie, qui est différent du hasard en physique? Et quelque chose de très intéressant serait d'aller voir à tous ces phénomènes qu'on décrit en biologie avec des probabilités et qu'on qualifie d'aléatoires, de stochastiques, etc., pour voir précisément quelles sont les distributions de probabilités particulières que ces phénomènes suivent, et est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement caractéristique à la biologie en ce qui concerne le hasard. Donc j'ai été peut-être légèrement courte en fait, donc je vais rattraper, j'ai 5 minutes d'avance, donc on va rattraper le retard pris. Donc je vous remercie, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me lire. Merci beaucoup.